Bonjour Hugo, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. En plus, t'as fait un sacré trajet quand même pour venir. J'ai l'habitude, je t'avoue. Et avant, en plus d'être en France, tu étais à Barcelone, comme moi, non? Tu es allé à Barcelone et on va en parler, effectivement. Exactement. Jusqu'à Barcelone est l'une de mes villes de cœur, donc je suis ravi d'en parler. Exactement. Et là, je suis venu d'Aix-en-Provence où je vis aujourd'hui, après 15 ans à Paris. Et justement, on va dire dans cet épisode pourquoi Barcelone et l'Espagne est un pays qui t'est cher. Alors Hugo, toi, tu es le fondateur de Novacare, ouais. Novacare, une application qui aide les couples à réussir leur projet bébé et à naviguer dans leur parcours fertilité. Et cette application, elle est née de ton propre parcours personnel. Avec ta femme Nora, vous avez galéré pendant des années pour avoir un petit bébé, pour avoir un enfant. 5 fausses couches, des dizaines de médecins, plus de 4 ans d'attente, jusqu'au jour où vous avez décidé de tout changer. Et c'est en Espagne que vous avez vu votre rêve de concevoir un enfant qui a enfin démarré. Et grâce à ce voyage, ta femme Nora est devenue enceinte. Et tu as aussi l'idée de Novacare qui a germé. Et aujourd'hui, tu veux donc transformer ton parcours pour aider les autres couples qui sont en proie avec leur fertilité, pour les accompagner, pour leur apporter des ressources, un soutien, en dehors du cadre habituel, médical, parce que on le sait, dans ces parcours-là, il n'y a pas que le médical, il y a beaucoup de questions sans réponse, notamment tout autour du soutien émotionnel, psychologique, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, j'ai envie de reprendre un petit peu le point de départ de tout ce projet, de tout ce grand chamboulement. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé avec ta femme à partir en Espagne? C'était quoi le ras-le-bol, le déclic pour vous dire, bon, c'est bon, là on va en Espagne et on tente ce parcours en Espagne? Tu sais, dans la vie, il y a des moments où on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On a été plutôt bon élève. On est passé par toutes les étapes, tous les espoirs, tous les doutes aussi. Et on s'est dit, si on ne change pas quelque chose dans notre vie ou dans notre façon d'adresser, on n'aura jamais d'enfant. Et c'est à ce moment-là où, tu sais, je crois aussi pas mal au destin. Il y a des fois des moments qu'on n'attend pas, mais qui se présentent à nous. Et le destin a fait que on a entendu parler notamment des solutions en Espagne, et très vite on s'est orienté vers là. Pour revenir un peu dans notre parcours de vie aussi avec Nora, nous on s'est rencontrés à 26-27 ans, on s'est donné quelques années, on s'est mariés à peu près à la trentaine, on s'est dit tiens, on se marie, on en profite, on passe une année à profiter de notre jeune mariage, et ensuite on va lancer le projet bébé. On avait tous les deux l'envie de devenir parents. Et on s'est dit ça va le faire, pas de problème, et en fait ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Mais tant qu'on ne sait pas, on sait pas en fait. C'est toujours un peu le grand point d'interrogation et on sait jamais à quelle sauce on va te manger, quoi. Et c'est vrai que le désir d'être parent, en tout cas tout le monde, il est universel. Pas le désir, mais en tout cas l'idée qui germe un jour dans notre esprit de est-ce qu'un jour je serai parent, papa, maman, c'est universel. Et je pense que qu'in fine on ait des enfants ou pas, on se la pose cette question. Et c'est vrai que c'est une question. On s'est tous dit un jour, et si jamais, qu'est-ce qui se passe si jamais finalement je peux pas, ça ne marche pas, typiquement, est-ce que imagine je suis stérile, enfin on s'est tous posé ce genre de questions à un moment, et c'est vrai que t'as raison, avant d'y être confronté complètement, en tout cas avant d'être confronté au sujet, on peut pas vraiment savoir, et c'est là on y reviendra aussi. Je trouve que l'information générale autour de la fertilité, que ce soit en France, mais honnêtement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est le cas dans le monde entier. Il y a des sujets de plus en plus compliqués, et en fait, on se rend compte que l'information est manquante, et très défaillante. La fonction reproductrice, c'est quand même l'une des grandes fonctions de notre corps. Et on a tendance à y passer très rapidement en cours de SVT ou de bio, pour voir comment on fait des bébés, mais honnêtement pas très bien comprendre les impacts sur notre corps. C'est loin, quoi, par rapport au moment où on étudie ça versus ensuite quand on veut vraiment se pencher sur le sujet et devenir parent. Il y a un énorme gap d'années, à moins qu'on devienne médecin et qu'on fasse des études de médecine. Ouais, là où t'as raison, Estelle, c'est que c'est en plus de plus en plus loin. C'est qu'on constate que nos parents nous ont eu plus tôt, souvent.
que ce que nous-mêmes et nos grands-parents ont eu nos parents encore plus tôt. Donc il y a aussi un phénomène de société. Aujourd'hui, à l'époque, on avait des enfants souvent entre 20 et 25. Dans nos sociétés actuelles, avec ce que ça veut dire de faire des études, de préparer son avenir, de vivre aussi sa vie, parce que je pense qu'il y a un courant un peu YOLO, vivre sa vie, profiter de sa jeunesse, ainsi de suite. Du facteur aussi trouver un job stable et un emploi et une pérennité pour cette famille-là, avec tout ce que ça suppose. Je pense que l'âge voilà du premier enfant, c'est normal qu'il s'étende. En France, je crois qu'il est de 31,4 ans. Ah ouais? Ouais, en moyenne. Donc là, tu prends pas que les Parisiens, mais tu prends la population complète, toutes CSP confondues, tout métier ou en tout cas voilà, tout type de population confondue. Donc c'est vrai que tu te rends compte et c'est en augmentation croissante tous les ans, c'est de plus en plus tard. Et tu sais qu'en plus, quand c'est à partir de 35 ans et plus, moi j'ai énormément d'amis, on leur a dit carrément que c'était presque des grossesses, je déteste ce terme, gériatriques, enfin que c'est en mode mais elle a 35 ans, enfin c'est... Ouais, mais tu sais, c'est ça qui est intéressant, il y a la société qui évolue et la société elle avance et elle trouve acceptable et justifié d'envisager des enfants après 35, voire 40, voire 45 ans. Parce que on est plus jeune, en meilleure forme en général, souvent. On fait plus attention à nous, à notre nutrition. Enfin, on sent qu'il y a une évolution de cette société-là. Et il y a la médecine. Il y a le corps humain. Et le corps humain, il suit pas la même évolution que la société. Ouais. Et c'est vrai que ce corps humain, il a un train de retard, mais qu'il aura du mal à pleinement rattraper tout seul. C'est qu'on est le fruit aussi de milliers d'années, de centaines de milliers d'années d'évolution qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est là où la médecine entre en jeu. C'est-à-dire c'est là où la science peut parfois aider certaines choses qui naturellement sont plus difficiles à apparaître. Et c'est en partie ce que fait aujourd'hui la médecine de fertilité. Donc vous aviez vraiment un peu ce ras-le-bol. Du coup, vous aviez suivi déjà tout un accompagnement très médical en France et vous avez entendu parler de Barcelone. Dans quel contexte on a entendu parler? T'as fait tes recherches ou... Alors, deux contextes. Il s'avère que ma mère venait du monde pharmaceutique. Elle était déléguée médicale, c'est-à-dire qu'elle allait voir les médecins pour Sanofi Aventis, un grand labo français. Et elle avait travaillé pendant quelques années dans l'univers de la maternité et notamment auprès des gynécos. Et elle avait gardé en mémoire qu'un des gynécologues aixois, parce que moi je viens d'Aix-en-Provence, j'ai grandi là-bas, était parti à un moment donné en Espagne pour une clinique. Et c'est vrai lorsqu'on a rencontré tous les problèmes et les obstacles sur notre chemin, à ce moment-là, elle nous a dit mais pourquoi vous iriez pas discuter avec ce docteur et c'est ce qu'on a fait. Et en parallèle de ça, eh bien moi je me suis renseigné sur Google et je suis allé, on a tapé clinique fertilité Espagne, regarder un peu ce qui sortait. Alors j'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup de liens quand même, hein. Beaucoup de liens, beaucoup d'offres. Beaucoup d'offres. C'est énorme. Alors même en Espagne en général, hein, c'est une industrie vraiment majeure, l'une des grandes industries de santé espagnoles et l'une des grandes expertises espagnole. Il y a aussi la Belgique, il y a aussi la République tchèque, il y a de plus en plus la Grèce. Voilà, c'est une industrie qui s'est réellement développée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Espagne, c'est quand même parmi les leaders mondiaux et ils ont une pratique qui est vraiment de très grande expertise que j'ai découvert, que je connaissais pas. Tu sais, il y a aussi ce côté en France. On n'a pas trop l'habitude de voir aussi à l'étranger, notamment ce qui se fait au niveau du soin. Et c'est vrai qu'on a globalement un système de soins qui est de bon niveau. Et en même temps, à côté, il peut y avoir quand même des expertises encore plus fortes qu'en France. Et d'ailleurs, dans les chiffres, on voit bien, voilà, qu'en termes de matériel, en termes de recherche, en termes de résultats, l'Espagne a quand même de très très bons résultats, même si la France en a d'excellents aussi, mais dans un contexte également réglementaire. Parce que si on est parti en Espagne, l'une des raisons aussi, c'est que il y a quelques techniques qui sont essentielles, qui sont interdites en France. Et des techniques de fécondation in vitro, notamment l'une pour laquelle moi je milite, parce que c'est celle qui a permis en partie pour nous de débloquer la situation, c'est ce qui s'appelle le DPIA,
ou le PGTA en anglais, qui est une technique de diagnostic pré-implantatoire. C'est-à-dire qu'on va être capable, sur les embryons fécondés, de savoir si ces embryons sont viables. C'est-à-dire s'ils ont les chromosomes qui vont bien, sur le plan génétique, il n'y a pas de problème de l'embryon lui-même. Après, il peut y avoir un sujet d'implantation et de nidation, comme on dit, dans l'utérus. Mais sur le plan, en tout cas, de la viabilité, on s'assure que ces embryons sont viables. En France, on va réimplanter et retransférer X embryons, alors qu'on sait très bien qu'il y en a que 1 sur peut-être 5 qui est viable. Donc, tout ça entraîne aussi beaucoup de... émotionnellement, oui, c'est très dur. Beaucoup de troubles. Ouais. Donc, vous partez en Espagne, vous faites ce parcours-là. Combien de temps il s'écoule du coup entre le moment où vous allez à Barcelone, vous faites les premiers rendez-vous, il y a effectivement il y a l'implantation, et aussi quel était votre état d'esprit? Pour vous, c'était vraiment votre dernier recours? Après, on peut pas savoir, mais dans l'état d'esprit, oui, c'était un peu le dernier recours. C'est vrai qu'on avait passé, nous, plus de 4 ans en France d'errance diagnostique. Et là aussi, c'est un point important dans le retour d'expérience que moi j'ai à donner, potentiellement même à d'autres auditeurs et à des gens qui traversent ces moments-là. D'une part, donc, un manque d'information. C'est vrai que je le dis de manière très honnête, je n'y connaissais pas grand-chose à la fertilité et à la reproduction. Deuxièmement, un déficit ou un manque d'orientation. Qui aller voir? Quel spécialiste? Quel bilan faire? Si je veux checker ma fertilité. C'est vrai que les hommes, le spermogramme, je connaissais pas. On n'en parle pas. Je savais même pas que c'était un examen nécessaire et honnêtement que j'invite les gens qui rencontrent des difficultés à faire au plus tôt, parce que ça élimine une des causes. Et il faut savoir que l'homme est dans 30% des situations, l'homme est en question. Autour des sujets, 30 à 40%, et en augmentation constante. Je sais pas si tu connais une statistique. Certains chercheurs indiquent qu'on ne pourra plus, vu la dégradation de la qualité finalement de sperme des hommes, on ne pourra plus faire des enfants à l'horizon 2100. C'est vrai. Il y a une dégradation de plus de 50% de la qualité et du volume. Okay. Dans la population générale. À cause de nos modes de vie, de l'alimentation. Exactement, et de beaucoup de facteurs extérieurs. Mais donc, il y a une dégradation de plus de 50%, et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on pourra faire des enfants naturellement encore en 2100 ? C'est pas dit. Alors, je trouve que c'est un peu, certainement un peu extrême, mais ça veut dire donc... c'est quand même une statistique à prendre en compte pour en tout cas réembrayer un petit peu les recherches et l'accompagnement médical. Et c'est vrai que moi je l'ai vécu, l'orientation, quand on va voir des médecins, nous on a été suivis par des médecins parisiens en plus, on était encore ici à ce moment-là, de très bon niveau et autres. Les médecins typiquement s'adressaient uniquement à Nora. C'est des gynécologues qui traitent ces sujets, donc c'est vrai que moi j'étais un peu limite à côté. Ils me remerciaient d'être venu quand même au rendez-vous, alors que ça s'adressait à mes futurs enfants quand même. Voilà. Mais tout ça pour dire, c'est une culture qui est ancrée aussi là-dessus, et tout ça. Et moi j'invite la plupart des personnes à pouvoir faire un bilan de fertilité sans trop aller trop vite, c'est brûler les étapes, parce que bien sûr que on tombe pas enceinte non plus du jour au lendemain, et ça prend quelques cycles, mais ne pas hésiter à pas attendre des années avant de faire un test, à la fois pour monsieur et pour madame. Des deux côtés, il y a une checklist de bilan basique, mais à faire. Vous avez dû refaire d'ailleurs tous ces tests-là quand vous êtes arrivé en Espagne, ou vu que vous aviez quand même fait pas mal de choses déjà? Oui, alors on en a fait beaucoup, honnêtement. Donc à la fois en France, on en a fait mais des dizaines et des dizaines. Donc à la fin, et c'est vrai qu'avec plus ou moins invasif. C'est vrai que pour le garçon, il y a le spermogramme et bien sûr des analyses. C'est invasif physiquement, mais aussi émotionnellement en fait, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est assez majeur, mais donc oui, bien sûr, on avait un classeur avec combien? 45, 50 feuillets, analyses dans tous les sens. Donc je te parle de biologie, hormones, génétique, spermogramme, échographie, d'autres examens un peu plus complexes, notamment l'hystérosalpingographie, qui peut être assez douloureux aussi. On avait des comptes rendus d'échecs ou de fausses couches ou d'arrêt de grossesse, disons, qui étaient là. Donc, bon, bref, c'était un dossier assez complet, mais ça va vite, parce qu'on fait beaucoup d'examens. Et quand on est arrivé en Espagne, pour reprendre sur l'Espagne, ce qui s'est passé,
c'est que déjà l'Espagne, tu as la partie médicale, donc ils vont reprendre ton dossier et le réanalyser. Avec nous, ce qui a été plutôt bien fait, c'est qu'il y avait une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant et c'est quelque chose d'ailleurs que j'essaye de remettre en place dans le Wacker, pouvoir remettre cette notion de pluridisciplinaire pour analyser des dossiers complexes. Et je pense que c'est utile. Et enfin, en Espagne, il y a aussi un autre volet qui m'a surpris parce qu'on n'a pas l'habitude, mais il y a un volet aussi financier. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, après la réunion médicale, de passer à la réunion financière et le devis, et nous demander quelle option vous voulez. Et ça coûte plus ou moins cher. C'est très très cher. C'est très cher. Mais c'est aussi en partie, alors c'est le prix de l'expertise. C'est vrai qu'en France, on se rend pas compte, mais ça coûte cher aussi. En France, c'est juste que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais tous ces pratiques sont des pratiques d'excellence, d'expertise. Le matériel coûte extrêmement cher. On vient manipuler des gamètes et des embryons humains. Donc voilà, ça va demander une vraie expertise, notamment des biologistes et des personnes en laboratoire. Donc tout ça pour dire, c'est vrai qu'il y a aussi ce volet-là. On se dit bon, quelle option, limite comme une voiture. Mais tu dis, est-ce que je prends 3 portes ou 5 portes? Est-ce que typiquement dans notre cas, on a pris donc ce test génétique interdit en France, mais qui nous a permis de savoir à 100%, ou en tout cas avec un degré fort, que les embryons étaient viables, et donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Plus bien sûr d'autres possibilités. Donc il y a aussi ce facteur financier, et ensuite, bien sûr, il y a l'appréhension émotionnelle. À la fois, on est déjà sensible, disons un peu essoré par les 4 ans. Normal. Tu te dis nous, c'est vrai qu'en plus chaque parcours est différent, mais nous on a vécu 5 arrêts de grossesse à répétition, et ça avancé ou fin de premier trimestre. Ouais. Donc c'est dur, tu vois, c'est des trucs que t'as déjà acheté. Nous l'anecdote est mais la première notamment et la deuxième, mais on avait déjà acheté le t-shirt mamie, papy, et bon, tu le ranges au placard, quoi. Ouais, tu le ranges au placard, et en plus bien sûr de la douleur de la perte. Donc c'est des moments où t'arrives déjà fatigué, et c'est vrai qu'en plus tu dois organiser ton voyage, prendre l'avion, donc et tout ça un peu seul. Et typiquement, c'est aussi quelque chose que je suis en train de... En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur pour la solution aussi, Noah, c'est de pouvoir, pour les parcours qui le nécessitent, accompagner différemment et de manière plus humaine et plus présente, ne pas être seul lorsque on décide de partir en PMA à l'étranger. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 patients français chaque année qui vont à l'étranger pour avoir un bébé. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et ces gens-là, ils vont seuls. Ils vont aller voir sur Google. Moi, je les connais bien. C'est une communauté maintenant que je commence à côtoyer. Ils vont aller voir sur Google des avis pour se dire, quelle clinique je vais. Ils essayent de comparer les devis, parce que là aussi, comme je disais, il y a une partie devis. Et voilà, dans les ordres d'idées, une PMA à l'étranger, tout dépend des types. Il peut y avoir du don d'ovocytes ou pas, ainsi de suite. Mais globalement, on est entre 6-7 000 au minimum et le double pour un cycle. Et parfois, ça peut prendre plusieurs cycles. Ouais. Est-ce que ça a marché du premier coup pour vous, du coup, ce nouveau parcours à Barcelone? Tu veux la belle histoire? Je veux tout savoir. La belle histoire, c'est que oui. Incroyable. Ça a marché du premier coup. On a fait donc une ponction. Donc d'abord, on a fait un aller-retour pour... Heureusement aussi, on a dû trouver un gynécologue en France qui accepte de jouer le jeu et de nous accompagner en France pendant la période de traitement. Et on a été bien reçus, heureusement, même si certains étaient plus ou moins favorables. Mais voilà, heureusement, on a trouvé aussi des alliés. Et donc, on a été suivis dans tout le traitement entre la France et l'Espagne. Ils nous donnaient typiquement les recommandations et autres. Et on a fait une première ponction. On a récolté quelques embryons. Ça a été plutôt bien, donc qui ont été fécondés. Alors, c'est un peu particulier parce que tu vois, au début, tu en récoltes beaucoup. Puis, il y en a quelques-uns qui sont fécondés. Puis, dans les fécondés, il y en a quelques-uns qui se développent comme il faut. Oui, c'est un entonnoir de voilà. Et il en restait 2. Il en restait 2 qui ont été testés et qui étaient viables. Donc ça, on était content. Et lorsqu'on a transféré le premier, donc ils ont été ensuite congelés, vitrifiés. Et quelques mois plus tard, on s'est bien préparé. On a pris les hormones, non? Alors on a surtout pris des compléments alimentaires. On a fait attention à notre alimentation. On a vraiment essayé de tout optimiser parce que J'aime bien le on.
Oui, Vous l'avez fait à deux. mais moi aussi. Hein. Ouais. C'est un projet que j'ai vraiment vécu à deux et chacun le vit peut-être différemment. Et bien sûr qu'on n'a pas le même responsabilité rôle en tant qu'homme et femme, mais moi je l'ai vécu comme finalement une préparentalité. Ouais. Et donc j'ai essayé d'être j'étais l'infirmier qui préparait l'ensemble des traitements, la personne qui essayait d'apporter du soutien, d'organisation et de présence. Et donc suite à ça, Hector s'est accroché, mon fils, et voilà, il a pu se développer normalement. Et l'un des points aussi, c'est qu'ils ont été performants à identifier la source finalement du problème qu'on avait, et c'était une maladie auto-immune qui n'a pas malheureusement été détectée en France, alors qu'elle était dans l'une des petites lignes de ces 50 pages d'analyse que l'on avait. Donc là, ça m'a questionné. Moi, tu sais, je viens du monde de l'entrepreneuriat, je suis dans les startups, dans la tech depuis des années, et moi, je suis attaché à la data. Et c'est vrai que la médecine avance parfois à des rythmes différents et avec des objectifs différents, avec une vraie complexité. Hein. Sur le plan de la donnée, et c'est le dernier point, il y a eu d'abord l'information, l'orientation, mais après, il y a le diagnostic. Et en tout cas, mettre les meilleurs outils. Ouais, c'est dingue parce que du coup, ils ont pris ce temps-là aussi dans votre parcours d'analyser la source de ce qui n'allait pas. Oui. En plus de vous apporter du coup une solution. En tout cas, c'est vrai que c'est là où on les remercie parce qu'en fait, ils sont arrivés à identifier et même ce qu'ils ont fait. Et là où ils sont assez audacieux, c'est vrai, et c'est une question de culture. En France, il y a une culture du rapport bénéfice-risque. D'ailleurs, petite question, mais c'était des médecins français en Espagne ou des médecins espagnols? On avait un français et ensuite que des espagnols. Ok. Vous avez dû vous mettre à l'espagnol ou? Si. Okay, no. Et donc oui, on a eu un petit peu. Nous, on parle un petit peu espagnol, on s'est débrouillé, on parle anglais, enfin, on s'est débrouillé quoi. Mais c'est vrai. Et puis ils ont des traducteurs quand même pour tout l'école. Voilà, on a été. Ils ont l'habitude. Il y a 10 000 patients français, donc ils ont l'habitude. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que il fallait une approche pluridisciplinaire. Et donc il y a certains médecins qui étaient des endocrinologues et qui avaient une approche plus experte sur certains sujets d'hormones et d'immunologie. Nous, c'était un sujet d'immunologie et ils ont réussi à identifier ce qui se passait. Et voilà, ce que je disais, c'est une question de culture. En France, on a une culture, de mon point de vue, qui est relativement bénéfice-risque. C'est-à-dire, on essaie de jauger toujours, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je vais tester ce traitement-là, mais il y a des effets négatifs aussi? Est-ce que j'y vais quand même? Et en Espagne, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils sont plus offensifs, plus audacieux d'un certain côté. Et c'est-à-dire qu'ils sont prêts à dire la fin justifie les moyens. Et donc là, on est sur deux approches, tu vois, de pensée qui sont un peu différentes. Et typiquement, ils vont dire, moi et ma femme, ils l'ont mis sous plusieurs traitements sans savoir ce qu'elle avait. Et en fait, ils ont détecté. Pour éliminer. Exactement. Mais, et tant pis, oui, les traitements avaient des effets potentiellement, des effets de bord. Mais le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, pour eux, la finalité d'avoir un enfant dépassait le fait de prendre un traitement pendant quelques semaines, même si c'était pas le bon traitement. Le bon. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, et moi j'en apprends tous les jours quand je fais ces interviews-là, parce que moi j'ai fait mon suivi de grossesse en Espagne, du coup, puisque j'ai accouché à Barcelone. Et en plus j'étais dans le privé, donc c'est vrai que dans le public en Espagne, je dirais que ça ressemble quand même un petit peu à la France. Mais moi j'ai eu énormément aussi de tests d'échographie. Et j'ai notamment fait un test au premier trimestre. Je ne sais pas s'il est proposé en France, mais c'est un test très cher. Et c'est pour détecter justement la trisomie 21, mais d'autres aussi syndromes de Down, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une trisomie, il y en a plusieurs. Et c'est dans ce test-là aussi, comme il teste les chromosomes, il te donne le sexe du bébé. Donc moi, j'ai su avant la fin du premier trimestre. Et d'un côté, ça m'a énormément rassurée aussi, première grossesse, de savoir que tout allait bien. Tout allait bien. Et du coup, Nora, elle a été suivie en France ou en Espagne pour sa grossesse? En France ensuite, une fois que la grossesse s'est déclenchée, elle a été suivie en France à Aix-en-Provence, mais toujours avec quelques messages de l'Espagne. Et on leur a envoyé une petite photo pour les remercier et les féliciter. Du baby Hector. Il est arrivé quand, Hector? En août 2022, le 16 août, un petit lion. Et c'est vrai que, comme je disais, c'est vrai que c'est la parentalité période comme ça de doute et d'infertilité, je pense, est un peu différente.
En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'elle a commencé bien avant, quelques années avant. Ouais. Et alors ensuite, Hector est arrivé dans vos vies. Et là, tu l'as encore plus ressenti, ce rôle de papa. Ça a changé quoi pour toi mentalement et puis après, on va parler professionnellement. Mentalement, je dirais que quand il est arrivé, tu sais, moi, j'ai eu une vie en plus professionnelle. J'ai eu l'impression que, waouh, ça y est, quoi. Il est là, il est en bonne santé. J'ai eu l'impression d'une descente de stress et d'angoisse passée et en même temps un peu d'un vide d'objectifs et de projets. Parce que moi, mon projet, c'était que mon enfant naisse pendant des années. Ouais. Et je me suis battu, on s'est battu avec ma femme pour ça. Et donc, tu dis, bon, ça y est, maintenant, il est là. Et ok, c'est quoi la suite? donc j'ai eu un peu ça. Et, l'entrepreneur qui reprend un petit peu le dessus. Et j'ai eu ce sentiment. Et en même temps... voilà, moi je suis quelqu'un d'action, donc très vite j'étais là pour m'en occuper, être présent, faire voilà les actions et faire qu'il soit bien. Donc tu faisais quoi toi du coup à l'époque? Tu travaillais dans quoi? Moi en fait si tu veux j'ai monté donc je suis entrepreneur, j'ai monté une société dans l'univers de la tech et du coaching managérial, une société familiale avec mon père et mon frère qu'on a bien développé sur Paris. Et qu'on a revendu en 2021. Mais moi, finalement, tu vois, je suis sorti officiellement de la structure en mars 2022. Et mon fils est né en août. Donc, en fait, t'étais libre. J'étais libre. Et c'est, si tu veux, j'ai eu 2 volets essentiels, 2 chapitres, si on peut dire que c'est des chapitres, mais 2 chapitres de ma vie professionnelle et personnelle, où il y avait une forme, voilà, de réalisation. Et c'est vrai que ça a été un moment où j'ai pu pleinement accueillir Hector, être présent pour ma femme aussi, et où en même temps on a senti germer à ce moment-là l'envie de faire autre chose. Et voilà, et l'envie de faire autre chose, l'envie en tout cas de capitaliser et de faire germer sur ce qui s'était passé dans nos vies. Et Nora a pris la direction d'ouvrir une maison dédiée au bien-être des femmes à Aix-en-Provence qui s'appelle Maison Serena, qui est un lieu magnifique. Donc, couple d'entrepreneurs. Exactement. Enfin, on la reçoit pas aujourd'hui, mais du coup, on lui fait la promotion de son centre dans l'épisode. Exactement, et elle mérite parce que c'est aussi le fruit à la fois de sa vie professionnelle, mais elle était pas du tout dans ce domaine-là, mais surtout de cette expérience qu'on a vécue ensemble et cette envie de pouvoir voilà faire que les femmes soient plus actrices de leur bien-être, se prennent en main, voilà, soient plus épanouies si elles peuvent l'être, avec un espace qui est une bastide du XVIIIe siècle à Aix-en-Provence, sur les hauteurs d'Aix, et qui a été complètement rénové avec vraiment beaucoup de goût pour accueillir des centaines aujourd'hui de femmes de la région d'Aix tous les jours, et pour faire du sport avec du yoga, du pilates, beaucoup de danse, de sports variés, des soins avec une super gamme de soins, à la fois de soins du corps, mais aussi des soins limite thérapeutiques, du drainage et un certain nombre d'aspects, et aussi de l'esthétique. Et enfin, des rencontres où elle accueille des communautés de femmes, ou en tout cas d'experts, de médecins, avec notamment des collectifs type santé organisée, tout ça, pour partager. Là, en ce moment, elle travaille sur la nutrition. Enfin, voilà, comme moi, c'est intéressant de voir aussi le cheminement. Les deux, ça vous a tellement impacté cette expérience que... Enfin, c'est tout l'enjeu de ce podcast, c'est que devenir parent, ça change ta vie, ça change comment tu penses, ça change ce que tu consommes, ça change tes habitudes. Et bien souvent, que tu sois entrepreneur ou non d'ailleurs. Quand t'es entrepreneur, ça peut effectivement te donner envie de faire d'autres projets, mais des fois, moi j'ai eu à mon micro beaucoup de salariés qui ont quitté leur CDI parce qu'ils avaient envie d'entreprendre. Donc Nora, ça l'a inspiré à ouvrir ce centre, et toi, ça t'a inspiré à lancer NoaCare. Ouais. Quand est-ce que tu t'es lancé dans l'application, ou en tout cas dans les premières esquisses et le développement de cette application? Le point de départ, déjà, ça a été, moi, tout de suite eu envie de
Voilà, de retrouver une adrénaline et c'est vrai que à l'issue de la vente d'une société, c'est un moment qui est un peu particulier parce que tu laisses derrière toi toute une histoire et voilà un aboutissement et en même temps bah, tu te retrouves sur ton canapé pour être factuel, c'est-à-dire que t'es un peu au point de départ et j'ai cherché plusieurs types de business à remonter. Alors j'ai un peu tout fait quoi. J'ai fait de la réalité virtuelle, j'ai essayé de l'emploi senior, j'ai essayé, enfin voilà, j'ai testé des choses et à la fin j'arrivais pas à me remotiver, j'avais pas à me remotiver, mais j'avais pas la flamme quoi, le feu. Et c'est un moment où j'ai eu une forme d'épiphanie où je me suis dit mais tiens, j'ai regardé une étude là notamment sur la fertilité. Je me suis dit mais attends, mais c'est clair, mais ça m'a touché, je suis passé par là, mais j'y ai jamais pensé en termes de potentiel. Là aussi parce que il y a une connotation assez féminine dans cet univers. Et peut-être que je me sentais pas à ma place. Mais en y réfléchissant, j'avais toute ma place. Et je pense que c'est bien aussi d'apporter une diversité des gens qui entreprennent dans ce domaine. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, banco, il y a quelque chose à faire. Je pense que j'ai ma légitimité. Je pense que je croyais aussi à l'avantage de la technologie. Je crois à la science, je crois à la tech. Et je pense que, et en tout cas, je crois que ça peut aider. Attention, ça résout pas tout. Il y a l'humain, bien sûr, qui est au centre. Mais voilà, aujourd'hui, des solutions qui mixent un peu les deux. C'était assez nouveau et je me suis dit, j'ai envie d'en faire partie. J'ai envie d'aider le plus de couples à avoir des bébés, ceux qui en veulent. Alors, tu as vu, il y a de moins en moins de couples qui veulent des enfants. Ouais. Oui, mais il y a aussi de plus en plus de couples qui en veulent, qui sont face à des problèmes de fertilité. Qu'est-ce que tu proposes, du coup, sur Nowaker comme accompagnement, comme ressource? Alors d'abord, ce que je propose, c'est un compagnon de fertilité. C'est-à-dire, le principe, c'est de ne pas être seul et de pouvoir retrouver dans un espace l'ensemble déjà de ma situation, mon profil. Donc pouvoir rentrer tous mes examens, ces 50 examens moi que j'avais réalisés, ça me paraissait aberrant d'arriver avec mon classeur papier pour que les médecins essayent de regarder comme ils pouvaient. Je trouvais qu'il y avait mieux à faire. Donc moi je peux rentrer tous les documents, ils sont intégrés et ils sont donc ça je peux exporter la donnée et les présenter sous la forme d'un tableau de bord de ta fertilité où tu peux voir les facteurs qui sont plutôt favorables, ceux que tu pourrais améliorer. Tu peux comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, tu as un spermogramme qui est bon, tu sais pas trop, il y a ça analyse aussi du coup tes résultats. Exactement. OK. Donc ça analyse en temps réel tes résultats et ça te permet de les décoder de manière un peu plus facile. On fait pas de diagnostic médical ou quoi que ce soit, bien sûr, mais je trouvais intéressant C'est un peu une vulgarisation un peu scientifique. Mais sans aller sur Google en tapant, tu vois. Donc là, c'est une vulgarisation basée sur quand même une équipe, un comité médical d'experts et de gynécologues, de biologistes, de très bon niveau qu'on a su embarquer avec nous et qui nous ont validé un certain nombre de contenus et de finalement d'analyses qui vont permettre que ce soit guidé parce que finalement sinon ça avait pas de sens. Moi je voulais pas ni faire peur ni rassurer lorsque je voulais juste être factuel et donc typiquement je peux uploader mes documents, avoir une vue consolidée pour l'ensemble des membres pour les deux membres du couple, avoir une vue des facteurs que l'on pourrait peut-être améliorer. Donc notamment il y a certains facteurs notamment qui peuvent être explorés via la nutrition, via le mode de vie. Il y a d'autres facteurs en revanche qui pourraient nécessiter plutôt de se rapprocher de son médecin parce que peut-être il y a un niveau d'urgence qu'on n'avait pas spécialement vu. Et ça, vous le faites, le renvoi vers... du coup, à partir de l'analyse des résultats, vous dites vous pourriez consulter tel spécialiste. Est-ce que vous avez aussi des recommandations de spécialistes? Oui, et ça a été les utilisateurs, les premiers bêta-testeurs, et on a une grande communauté WhatsApp sur l'infertilité, enfin des personnes qui sont confrontées, qui ont un désir d'enfant qui n'est pas encore abouti, et ça s'appelle le cercle fertilité. Et c'est vrai qu'on a des centaines près d'une centaine aujourd'hui de personnes sur ce groupe et on se partage beaucoup de nos doutes ou des envies qu'on a et beaucoup de gens nous ont dit nous on aimerait aussi avoir plus facilement accès aux spécialistes de certaines disciplines. Et donc on a rajouté aussi une section pour que des médecins puissent facilement être identifiables comme étant des références dans leur domaine. Il y a déjà les médecins avec qui on collabore de manière resserrée, mais de plus en plus, on est en train de créer une grande communauté. Et tu vois, c'est là où on dit... moi, je crois à la médecine aussi
intégrative au sens connecté vraiment au dossier du patient et en même pouvoir connecter les points. Et je pense que on peut pas penser uniquement le patient d'un côté, la médecine de l'autre, et j'allais dire même tout ce qui est alternative, type nutrition, naturopathie, qui est très bien, mais les trois se parlent pas très bien, je trouve. Tu vois, il y a un manque de coordination, et le patient est un peu au milieu, et doit faire son... Et c'est bien souvent à nous d'aller faire la démarche, d'aller consulter un tel, sans être forcément effectivement conseillé de le faire. Exactement. Et typiquement, les hommes, tiens, voilà, je prends conscience déjà de mon spermogramme, je comprends ce que ça veut dire, que le volume, peut-être, il est un peu en dessous de la moyenne, ainsi de suite, et j'arrive à comprendre que pour ça, il pourrait peut-être être intéressant de consulter un urologue spécialisé, parce que je vais pouvoir avoir des informations peut-être plus médicales, mais également qu'il y a des facteurs de mode de vie et de nutrition ou de compléments alimentaires qui sont utiles. Et moi, je crois à ça. Je crois à l'aspect vertueux de l'association de ces différents. Donc nous, le patient va avoir un rapport détaillé sur sa fertilité et des facteurs qui peuvent l'améliorer. Il va avoir accès à des contenus qui ont été rédigés par nos équipes d'experts, donc à la fois médecins et puis plus naturopathes et nutritionnistes et ainsi de suite qui travaillent avec nous. Ils vont pouvoir également avoir des plans d'action et des recommandations, mais plutôt lifestyle là, parce qu'on va pas trop aller dans la recommandation médicale, c'est ce qui est l'apanage vraiment des médecins, mais une feature, ou en tout cas une évolution, une fonctionnalité qui plaît beaucoup. Je vais pouvoir exporter une synthèse pour que mon médecin ait accès justement à toutes ces données sur moi et gagne du temps et soit plus pertinent ensuite dans ses recommandations. Génial. Ouais. Ton business model, c'est quoi avec l'application ? C'est un abonnement. Donc, il y a une version, bien sûr, de tout départ, de test qui est intégrée, mais ensuite, je vais avoir un abonnement. Et là, je peux choisir deux formules. Une formule où j'utilise plutôt l'application technique, la technologie, pour stocker mes documents, les relire, avoir l'interprétation, ainsi de suite. Mais tout ça est plutôt basé sur cet usage vraiment applicatif. Et une formule qu'on recommande parce que ces parcours-là sont humainement difficiles. C'est une formule où il y a de l'accompagnement humain avec justement des coordinateurs ou coordinatrices spécialisés, des gens qui connaissent les parcours et qui peuvent vous orienter. Tous les mois, vous avez un appel, vous avez un suivi 7 jours sur 7 pour des questions. Vous pouvez avoir accédé aussi aux médecins partenaires pour répondre à vos questions en temps réel si besoin. Donc, il y a toute cette brique humaine sur cet aspect d'abonnement. Et toi, tu as commencé le développement de cette application quand ? J'ai commencé officiellement à développer l'application à peu près il y a 6 mois. Ok, ouais. Il y a 6 mois, ouais. Donc, on va dire que après la naissance de ton fils, tu as fait ces petits tests, tu savais pas trop ce que tu voulais faire. Et quel a été vraiment le déclic No Hacker ? C'était plutôt en 2024. Il y a un an, ouais. En fin d'année 2024, où là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est fou comme tu sais que des fois, tu passes à côté et tu te dis, mais mince, il y avait quelque chose d'énorme et je l'ai pas vu. Et enfin, je l'ai pas vu. Tu l'as vu après. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, voilà, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment ce que je veux faire. J'ai envie de passer le message au grand public autour de la fertilité. Je pense que tu avais besoin aussi de digérer un petit peu tout ce qui t'était arrivé. T'as eu ton bébé, tu t'es dit bon, on va en profiter. Ouais. Et puis après, le hamster qui tourne là, quand on est entrepreneur, il s'arrête jamais, donc il a dû revenir. Mais ouais, t'avais quand même besoin de ce temps-là aussi pour te recentrer sur toi et profiter, parce que vous avez quand même couru partout pendant des années. T'as raison, certainement. Et je pense qu'il y a des fois, on se rend pas compte. On est dans le quotidien et le corps et l'esprit a besoin de prendre du recul et n'est pas prêt. Et c'était certainement mon cas. T'as fait comment pour la financer, l'application ? Écoute, j'ai à la fois financé sur fonds propres. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir un passé professionnel, ainsi de suite. Donc, j'ai un peu financé sur fonds propres. Et puis, en parallèle, je suis allé vers la BPI. Parce que c'est vraiment une approche justement qui lie du médical, de la tech, de l'IA. Et voilà, aujourd'hui, je suis accompagné grâce à ça. Génial. T'as eu une subvention du coup ? Ouais, exactement. Et en même temps, j'ai une équipe intéressante aussi, comme tu attires à toi plein de gens. J'ai commencé à faire des posts sur LinkedIn, parler de mon histoire. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, la réceptivité
de tous ceux qui ont réagi au post que j'ai fait, alors que à la base je parlais moi de business et d'entrepreneuriat, donc très loin de ces sujets, mais finalement des gens qui ont soit été confrontés au sujet et qui ont dit merci franchement Hugo d'en parler, merci d'oser mettre les mots, et ça les a touchés a priori, et notamment beaucoup d'hommes, je tiens à le dire. Beaucoup d'hommes qui m'ont dit... Mais c'est ça se passe souvent comme ça aussi. Quand les hommes prennent la parole, ça permet de libérer encore plus la parole pour les hommes. Ça, je l'ai beaucoup remarqué, effectivement, avec des invités qui parlent de sujets, justement, de la paternité, qui me disent, j'ai beaucoup été contactée ensuite par d'autres papas. Oui. Mais je pense que l'homme aussi est à une période de se reprendre pleinement en main, ou en tout cas d'émancipation différente actuellement. Il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle... De papa notamment, très impliqué. Exactement, très impliqué. Et d'ailleurs, on le voit au parc ou ailleurs. On sent qu'il y a eu un mouvement, clairement. Là où, moi, je sais que mon grand-père me disait, je n'ai jamais poussé une poussette de ma vie. Donc il y a eu en 2 générations une très grosse évolution, et beaucoup d'hommes m'ont dit merci de mettre les mots, parce que c'est très intime quand même de parler de ça, et en même temps, si on n'en parle pas, on fera rien avancer. C'est-à-dire que si on n'en parle pas, d'autres personnes comme moi vont à nouveau revivre 4 à 5 ans qui ont été très durs, alors que je dis pas que c'est 100% évitable, mais je dis qu'il y a quand même une conscience, ou en tout cas juste on peut quand même gagner. J'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de temps, on a perdu avec ma femme beaucoup de temps par manque de connaissances ou de savoir. Et donc tout ça pour dire, beaucoup d'hommes m'ont contacté, beaucoup de gens concernés, mais aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais été concernés par ça, mais que ça a touché. Parce que être parent, quand on l'a vécu ou pas, mais ça ne laisse pas indifférent. Et c'est c'est pour moi l'un des grands sens de la vie. Voilà, c'est de pouvoir se dire que nous on partira, et que la vie continue. De toute façon, sur LinkedIn, on s'en rend compte, mais les gens parlent de plus en plus de leur rôle de papa, de maman. C'est d'ailleurs là où je t'ai trouvé, et là où je trouve la plupart de mes invités. Donc, mais c'est bien que ces sujets-là se démocratisent. Et puis, là, on le voit avec ton histoire, mais avec aussi celle de tous mes invités et de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Quand on devient parent, ça chamboule une vie. Quand on vit des parcours de parentalité qui sont un peu différents, ça nous impacte profondément. Et bien souvent, ça nous fait changer aussi de trajectoire de vie. Toi, en l'occurrence, ça t'a inspiré, motivé pour faire cette application, offrir ce soutien aux patients. Tu l'as lancé il y a 6 mois. Vous êtes à combien de patients, en tout cas de membres? Alors, on a commencé le développement de l'application. Là, on est à déjà plusieurs dizaines de personnes qui la bêta-testent. Donc on est ravis, et on voit qu'il y a une vraie appétence, notamment avec l'intention d'une part, mieux comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui bloque dans sa fertilité. D'autre part, être plus acteur, responsable, savoir quoi faire. En fait, c'est quoi la prochaine étape? Si c'est d'aller prendre un rendez-vous avec un spécialiste, comment est-ce que je me le marque et je le mène au bout? Si c'est bien sûr de pouvoir peut-être travailler autour de son émotion et de son stress et le vivre différemment. Voilà, on essaye d'orienter aussi vers les bonnes approches et solutions. Et enfin, de pouvoir finalement accélérer. Moi, je crois beaucoup. C'est une forme de course contre la montre, quand même, la fertilité. Chaque mois qui passe, c'est un petit pincement au cœur, une petite douleur quand on essaye de concevoir. Donc, l'objectif, c'est un peu comme à l'aéroport. Quand t'as un billet, tu sais, fast track, et tu peux passer par la tu veux faire gagner du temps. C'est vraiment ça, voilà, mon intention. Et je pense qu'on peut y arriver sans aucune promesse de bébé, parce que ça c'est pas entre nos mains. Mais par contre, permettre que ce soit fluide et voilà, et plus serein aussi. C'est quoi tes objectifs, tes ambitions pour les mois, années à venir? Alors moi, j'aimerais clairement que l'application, elle serve au plus grand nombre. Et au plus grand nombre, ça veut dire à toutes les personnes qui souhaitent avoir un enfant, qui s'y préparent, ou qui sont dedans. Je pense qu'on peut vraiment avoir un rôle à jouer à ce sujet-là. Relancer la natalité en France. J'irai pas aussi loin. Mais voilà, en tout cas, pouvoir avoir ou en tout cas, aider ceux qui souhaitent concevoir. Aider ceux qui souhaitent, que ce soit en préparation ou vraiment pendant des périodes notamment de PMA. Que ce soit en France,
ou à l'étranger. Voilà, c'est tout ce cycle-là que je souhaite développer. Et l'une des annonces que j'ai, c'est que là, on touche au bout de la première version de l'application. Donc, elle a été testée pendant tout l'été. Je remercie d'ailleurs les bêta-testeurs, tous ces couples qui nous ont donné du temps et des feedbacks pour nous aider à l'améliorer. Là, on touche au bout et là, on va sortir tout début octobre la version officielle qui est juste un début parce que comme tu le sais, la technologie ça s'arrête jamais et nous on va continuer à la faire évoluer. On a encore plein de pistes et notamment l'une de nos stratégies aujourd'hui, c'est bien sûr toujours d'enrichir la partie patient, mais on veut faire avec les médecins. On veut faire avec le corps médical et les experts, bien sûr, pluridisciplinaires. Mais je crois qu'il y a une possibilité vraiment de travailler encore mieux et de faire gagner du temps, de l'efficacité, notamment en coordination entre le patient et le médecin. Et donc on va essayer de pousser avec nos médecins partenaires et j'espère de plus en plus de monde pour utiliser ces applications-là qui collectent la donnée du patient, qui aident à mieux comprendre, qui préparent d'une certaine manière les patients à la suite de leur parcours, mais surtout pour les médecins qui leur font gagner du temps, de la pertinence et de l'efficacité. Cet épisode va sortir très prochainement, donc je crois un tout petit peu avant le lancement, mais ce sera parfait aussi les auditeurs qui sont intéressés, qui écoutent l'histoire d'Hugo, souhaitent le suivre. De toute façon, je mettrai ton lien LinkedIn dans la bio, comme ça ils pourront te suivre et découvrir en avant-première le lancement de NoahCare. Je crois que tu as une seconde annonce aussi à nous faire, non? Un petit bébé qui Exactement. arrive. Oui, une belle annonce. Une grande belle annonce. C'est qu'en effet, on est reparti. On est reparti une deuxième fois en Espagne à nouveau parce que ça avait bien fonctionné. Et qu'il en restait un dans le rayon. Alors malheureusement celui qui restait voilà. Mais on est reparti dans un nouveau cycle et il y en a eu cette fois-ci un seul et celui-là a été le bon et il s'est accroché et on l'attend pour dans quelques semaines là, c'est tout. C'est tout proche. Écoute, on pense très très fort à Nora alors qui est enceinte à ce moment-là et qui attend impatiemment le petit deuxième, toi aussi. Ouais. Merci Hugo pour ton partage dans Biz & Biz, pour partage de ton histoire. J'ai pas encore eu beaucoup de parcours FIV, fertilité à mon micro. J'en connais beaucoup personnellement autour de moi et ça me tenait à cœur de mettre en lumière ces parcours-là et surtout aussi des beaux projets comme le tien qui peuvent en sortir. Merci pour ce que tu fais. Je mettrai toutes les ressources vers NoahCare dans la description de l'épisode. Merci Estelle de m'avoir reçu. À très vite. À très vite.